Du coup, Marine, je suis du coup en réanimation ici à Taxi, mais je suis urgentiste et du coup, je vais vous présenter un cas sur les sédations et en particulier sur le réveil après des sédations en réanimation. Donc, pour illustrer le propos, j'ai pris un cas clinique. Donc, monsieur L, il a 80 ans, il est admis en réanimation pour un arrêt cardio-respiratoire à domicile récupéré avec un no flow estimé à environ 20 minutes et un low flow d'environ 16 minutes. 2 chocs avaient été réalisés, il n'avait pas reçu d'adrénaline, en sachant que c'était un monsieur, la raison pour laquelle on l'a pris avec autant de choses, c'est que c'était un monsieur qui avait un défibrillateur qui n'avait pas choqué. Donc les délais étaient un petit peu flous. Donc ce monsieur, en tout cas, il est intubé en préhospitalier. Quand il arrive chez nous, il est sous midazolam et sulfentanyl. Il a été curarisé assez longtemps, donc du 13 au 22 juin. Et on va commencer l'histoire à partir du moment où on arrête les sédations le 22 juin. Donc ce monsieur, les sédations sont arrêtées 4 jours plus tôt. Au bout de 4 jours d'arrêt, il se réveille toujours pas. Donc on commence à faire différentes explorations. On lui fait un EEG d'abord qui trouve un tracé et qui n'a pas d'organisation physiologique avec des plages de silence électrique. On lui fait en même temps les potentiels évoqués somesthésiques qui sont normaux à droite et plutôt faibles à gauche. L'IRM qui est réalisée à ce moment-là, elle répond peu de choses. Et par contre, on se motive à lui doser les benzodiazépines. Donc à ce moment-là, en fait, les benzodiazépines à 4 jours de l'arrêt des sédations sont positives. Dans le contexte, ça rendait un peu quand même caduque nos estimations, donc on continue de lui doser les benzodiazépines jusqu'au moment où elles reviennent négatives, donc le 30 juin, et ça donne 8 jours après l'arrêt des sédations. L'EEG qui est fait du coup à la suite montre bien silence électrique diffus, et dans les suites, le patient, on donne les sédations terminales, on l'extube et il est décédé quelques heures. Donc ça pose quand même une grande question, c'est qu'au final, ce monsieur, il avait eu du midazolam, on va dire en comparaison globalement à ce qu'on aurait pu mettre, donc du propofol. Il a eu du midazolam sur 7 jours et au final, c'est ce qui avait l'air d'avoir retardé son réveil et en tout cas notre potentielle réalisation soit d'examens complémentaires qui du coup étaient faussés avec la positivité et en même temps de faire un diagnostic un peu plus précis. Donc la question globale, c'était de comparer les benzodiazépines, en particulier le midazolam, et si on avait mis à ce moment-là du propofol, est-ce que ça aurait changé notre prise en charge? Donc, je demande de mettre des mots un petit peu plus tôt sur le pronostic de ce patient. Donc si on reprend un petit peu de physiopathologie, globalement au niveau du système nerveux central, donc on a les récepteurs pour le GABA. Au niveau GABA, il y a 2 molécules qui vont se fixer. Ça change, avec les benzodiazépines ou propofol, ça change la conformation. En changeant la conformation, en fait, ça ouvre les canaux chlore. Le chlore passe et en gros, ça donne une hyperpolarisation qui fait que le potentiel d'action a quand même moins de chances de passer. Au niveau du midazolam, on l'utilise souvent pour ses propriétés anxiolytiques, amnésiques, qui donne quasiment 100% des cas, hypnotiques, mais par contre, il y a un gros risque d'accumulation. Ça, c'est plus spécifique du propofol, qui marche aussi dans le même mécanisme sur les récepteurs GABA, à la différence près que dans les différentes études, on trouve quand même beaucoup d'effets indésirables avec le propofol. En particulier une vasodilatation souvent qui rend l'hémodynamique globalement instable et qui nous oblige à mettre des médicaments supplémentaires, en particulier de la noradrénaline. Il y a ce risque quand même globalement infectieux avec les lipides qui rend toute manipulation quand même à nécessité d'être bien plus bienveillant sur le risque infectieux. Et puis voilà, le risque quand même de syndrome du propofol, c'est-à-dire qu'il donne des acidoses lactiques ou des troubles du rythme. Alors après, dans les différentes études, en tout cas celle que j'ai pu lire, c'était plutôt sur des doses assez élevées de type 4 mg kilo-heure pendant au moins 48 heures, mais ça reste un risque quand même non négligeable. Donc j'ai retracé un petit peu dans l'ordre on va dire chronologique,
de l'apparition des différentes utilisations de sédation et à peu près du moment où on commence à discuter et du midazolam et du propofol. Donc dans cette étude-là, c'était une étude prospective randomisée où on pouvait montrer donc, avec le propofol que la durée de sédation, elle était globalement, elle, plus courte. Par contre, en termes de complications, il y avait beaucoup d'hypotension et donc avec les hypotensions, des besoins en noradrénaline quand même assez élevés. Au réveil, les patients étaient quand même globalement plus agités. Et au niveau de la manipulation, donc les risques infectieux, j'ai pas refait toute la bibliographie en tout cas sur la quantité d'infections, mais en tout cas il y avait un risque d'infectieux bien plus important. Et pour la manipulation, il y avait quand même besoin d'être beaucoup plus présent dans la chambre avec tout ce que ça implique afin de mettre des doses qui sont le plus ajustées. Et donc l'autre débat sur le propofol, quand on compare molécule à molécule entre propofol et midazolam, c'est que c'est quand même beaucoup plus cher. Et donc ça a quand même un coût de santé publique assez important. Donc là, c'était une des figures qui montrait la différence de pression artérielle donc entre les deux, où on voit bien qu'activons le propofol qui fait une vraie chute au niveau de la PAM, contrairement au midazolam qui reste globalement stable. Donc le midazolam, lui, dans la même étude, il y avait une dépression respiratoire plus importante qui fait quand même que c'est un peu phare, des actions phares quand même du midazolam. En revanche, la qualité de la sédation, c'est-à-dire le nombre d'ajustements qu'on pouvait avoir besoin au niveau des doses, était quand même globalement stable. Et il y avait ce côté abnésion dans 100% des cas. Donc là, le tableau que vous avez mis, c'est uniquement les données qui étaient significatives dans l'étude. En 2001, donc quelques années plus tard, c'est pareil, ça c'est une autre revue systématique où le but était de démontrer donc, et l'efficacité de la sédation du propofol vs le midazolam et dans l'autre critère de jugement principal, c'était sur la durée de séjour en réanimation. Donc en termes d'efficacité, le propofol était bien plus efficace, donc 60 à 97%, on voit sur les différents schémas. Et par contre, le midazolam, c'était très variable, entre 45 et 95%. Pour ce qui était donc, du sevrage, en général, on considère sevrage le temps entre le moment où on arrête les sédations et le moment où on arrive à extuber le patient. Donc évidemment, ça donne des plages qui sont quand même individuellement très variables, mais en termes de comparaison, le propofol avait quand même on va dire à peu près moitié moins de temps qu'avec le midazolam au moment entre l'arrêt et l'extubation. Par contre, il démontre qu'au niveau de la durée de séjour, il n'y avait pas de différence. Donc finalement, même si on était extubé plus tôt, avec un temps en sédation moindre, finalement on passait à peu près le même temps dans le service de réanimation. Dans une étude un peu plus loin, en 2008, là c'est une étude qui compare toujours propofol, midazolam, mais particulièrement là c'est sur le propofol en fonction d'un temps de sédation, et en fait on essaie de voir s'il y avait une différence sur la mortalité, et on voit que dans toutes les études qui ont été prises, finalement il n'y en a aucun qui montrait de différence significative au niveau de la mortalité. Sur le temps en réanimation, dans ces études-là, on avait l'impression qu'avec le propofol, il y avait un petit peu moins de temps en réanimation si on comparait avec, alors là c'était comparé pas uniquement avec le midazolam, mais en tout cas avec plusieurs benzodiazépines. Mais en fait, avec le midazolam, sur cette étude-là, en tout cas, c'était pas favorable, c'est-à-dire il n'y avait pas de différence significative du temps passé en réanimation entre les deux. Dans cette étude-là, il explique sur le fait qu'il y aurait une meilleure clairance du midazolam, avec une demi-vie un peu plus courte que comparée aux autres benzodiazépines, et que en fait, le propofol, après l'extubation, il y avait quand même une agitation qui était importante et qui avait tendance à allonger la durée de séjour en réanimation. Au final, ils démontraient que le midazolam, certes, on restait plus longtemps, mais finalement, une fois qu'on était extubé, la sortie se faisait assez rapidement, alors qu'avec le propofol, on avait un peu moins de temps de sédation, plus rapidement extubé, mais finalement, l'agitation faisait qu'on restait plus longtemps.
en 2014, donc c'est toujours le même type d'études, à la différence que là, c'est des études randomisées, prospectives, où il y a plusieurs groupes. Donc il y a un groupe qui reçoit du midazolam, un groupe qui reçoit du propofol et un groupe qui reçoit les deux. Un peu en même temps, il n'y avait pas exactement le détail précis de qui recevait pendant combien de temps, mais en tout cas, un groupe qui recevait les deux. Et en fait, là, il montrait que le temps, c'est toujours le temps de sevrage, donc le temps entre l'extubation et la ventilation mécanique, c'était effectivement plus long avec le midazolam qu'avec le propofol, mais il montrait aussi que si on associait les deux, finalement, il n'y avait pas de différence significative avec le propofol. Un petit peu plus tard, donc en 2017, c'est pareil, là cette fois-ci c'est un peu plus santé publique et coût économique. C'est donc une méta-analyse qui a pris le coût en réanimation suivant les drogues reçues. Alors, en vouloir faire le tableau, c'est peut-être pas hyper clair, mais en tout cas, c'est toujours la même chose entre la comparaison de propofol et benzodiazépine. Et là, au niveau du coût, prix à l'unité, le propofol est bien plus cher que, en particulier, le midazolam. Mais en fait, le fait de passer moins de temps quand même sous sédation fait qu'au final, l'extubation est plus précoce. Donc il y a quand même un gain économique, en tout cas un coût qui est moins élevé avec le propofol. Donc une étude un petit peu plus récente. Donc ça c'est une étude de 2022 qui était plutôt basée sur le sepsis, où dans le sepsis on disait qu'on voulait des sédations qui étaient quand même relativement moins profondes que par exemple les sédations dans l'arrêt cardiaque ou les sédations dans les traumatismes crâniens. On voulait c'était entre guillemets des objectifs de RAS 0, RAS -2. Et donc dans cette étude-là, pareil que dans les autres, la sédation était quand même bien mieux contrôlée avec le propofol. Et là, en fait, dans celle-ci, on avait le midazolam qui montrait quand même finalement plutôt beaucoup d'agitation et en fait un risque sur les sédations, on va dire, plus légères, c'était plus difficile pour le coup à la contrôler avec le midazolam qui avait tendance à donner des sédations trop profondes. Et donc, dans le cas, en tout cas, du sepsis, c'était quand même moins favorable d'avoir des sédations trop profondes et que le midazolam, avec l'accumulation, c'était quand même compliqué de gérer une sédation plus légère. Ça, c'était une étude qui reprenait en fait l'évolution des guidelines en termes de sédation. Donc les toutes premières, elles datent de la fin des années 90, où à ce moment-là, c'était effectivement dans les courtes sédations et en particulier dans les anesthésies, aussi dans les blocs opératoires, c'était plutôt propofol. En réanimation, on disait propofol ou midazolam pour des courtes sédations. On était encore sur le lorazépam pour les plus longues. En 2013, on était plutôt en réflexion de se dire qu'une sédation plus légère qu'un RAS-4, RAS-5 dans certaines pathologies, ça pouvait quand même être intéressant et que du coup, avec le midazolam, qui lui avait tendance à plonger dans des sédations profondes, ça pouvait quand même se discuter. En 2018, donc, il y a une étude, elle, c'était sur des patients avec la chirurgie cardiaque qui disait que le propofol, c'était quand même plus maniable et qu'il y avait quand même la question du Dexdor. En 2019, il y a eu deux grosses études, en particulier sur le Dexdor, qui montraient qu'il n'y avait pas de différence significative de cette molécule vis-à-vis du propofol et qu'il y avait, à nuancer en tout cas, mais dans cette étude-là, une augmentation de la mortalité chez les moins de 65 ans avec le Dexdor. L'étude la plus récente qu'on a pu trouver qui nuance un petit peu le propos, c'est une étude une méta-analyse de 2023 qui montre quand même, là c'était en termes de mortalité, donc c'est une étude un peu complexe qui prend de nombreux groupes, dont des groupes de chirurgie et des groupes de chirurgie cardiaque. Mais en tout cas, dans cette étude, le groupe comparateur, c'est plutôt l'anesthésie un peu volatile avec ce qui est plus en anesthésie, qui en tout cas montrait que finalement, avec le propofol, on avait quand même un risque de mortalité qui était plus élevé en termes global sur toutes les études qui avaient été présentées.
Les dernières recommandations officielles, donc elles de 2021 pour l'arrêt cardiaque, donc ce qui était quand même la thématique de base de la recherche pour le patient, en tout cas pour lequel on s'est posé la question. Donc les guidelines, elles disent de plutôt utiliser des sédations courtes, d'éviter les cureurs, puisque on a souvent besoin de contrôler la température. Et ça aussi est un petit peu en discussion, mais on avait tendance à mettre des cureurs. Et après, c'est les différentes prophylaxies, mais en tout cas, sur ces guidelines-là, on a plutôt des sédations, plutôt intérêt à avoir des sédations les plus courtes possibles pour étudier quand même le réveil du patient et donc le pronostic neurologique le plus rapidement possible. Donc en conclusion, au niveau du midazolam, on a trouvé quand même qu'il y avait des retards de réveil avec quand même beaucoup d'accumulation. L'agitation, finalement, on la retrouve dans les deux. Au niveau du midazolam, on a l'impression que ça donne quand même des sédations qui sont bien plus profondes et donc plus difficiles à manier dans une société où on est en train de se dire que des sédations plus légères peuvent quand même être préférables. Ça a un coût plus faible en termes de molécules, mais finalement, sur la durée, la question, elle se pose. La durée de séjour, globalement, entre les deux molécules est assez similaire et la mortalité sur, on va dire, la totalité des études paraît quand même similaire. Le propofol, on a quand même beaucoup de bénéfices à l'utiliser parce que l'élimination, elle est beaucoup plus rapide, en tout cas dans l'arrêt cardiaque. On peut ajuster les doses, certes, mais c'est quand même, au niveau maniabilité, c'est quand même bien plus compliqué parce que l'ajustement nécessite beaucoup de présence au lit du patient et surtout, il y a quand même la manipulation qui est à risque infectieux chez les patients qui sont quand même déjà grave et fragile, une hémodynamique qui est évidemment plus difficile à contrôler avec le gros besoin de noradrénaline, un coût plus élevé, mais on a quand même vu que comme on en mettait moins, on avait un coût qui finalement on s'y retrouvait. La durée de séjour, j'ai pas trouvé de différence. Et la mortalité paraissait similaire sur la majorité des études, mais à nuancer quand même avec la dernière qui laisse plus de mortalité avec le propofol. Donc, dans le cas de notre patient, la question, elle s'est quand même bien posée après avoir mis plus de 8 jours pour qu'il élimine ses benzodiazépines, avoir fait de nombreuses EEG qui finalement n'étaient pas contributifs puisque toujours sous sédation. Ça aurait probablement été plus bénéfique pour ce patient et en majorité finalement dans les arrêts cardio-respiratoires de mettre du propofol pour l'arrêt des sédations à 24 heures et l'évaluation neuropronostique. Voilà.